Vous savez ce que les marchés financiers ont décidé cette semaine? Eh ben, ils ont décidé que la guerre était finie. Bon d'accord, pas officiellement, hein, pas avec une armistice, pas avec une conférence de presse officielle, pas de diplomate en costume, pas une poignée de mains gênantes devant des drapeaux. Non, tout simplement, la guerre est finie parce que Donald Trump a reçu un coup de fil. Oui, c'est ça, c'est littéralement ça. Un homme et son smartphone. Et une phrase lâchée, l'air de rien. Les Iraniens voudraient faire un accord à tout prix. Et voilà, paf, le Nasdaq explose de 14% sur 2 semaines, le pétrole s'effondre de 12% en 48 heures, les bourses mondiales font la fête, et moi je suis là, les yeux écarquillés devant mon écran, à me demander si je suis en train de vivre une simulation dans la matrice ou si c'est juste le marché, pour de vrai, comme tous les jours. Bienvenue dans le résumé le plus improbable de l'année 2026. Enfin, quand je dis improbable, je paraphrase. Depuis que Trump est là, il faut bien avouer que plus rien n'est réel et plus rien n'est impossible. Même le scénario le plus délirant semble presque une évidence. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 15 avril 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors on va remettre les choses en perspective, parce que si vous vous contentez de regarder les indices boursiers depuis mardi soir, vous pourriez légitimement penser que le monde va bien, que la planète est en paix, que les oiseaux chantent et que le prix du carburant à la pompe est à 2 $ le gallon aux États-Unis et que chez nous, c'est distribution gratuite pour tous les propriétaires de V8. Je vous le dis tout de suite, non, c'est pas du tout ça. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Depuis plusieurs semaines, vous le savez, le détroit d'Ormuz, ce petit goulet d'étranglement maritime entre l'Iran et Oman que vous n'arriviez pas à placer sur une carte il y a encore 6 mois, est devenu le point chaud de l'économie mondiale. Pourquoi? Parce qu'un cinquième du pétrole mondial y passe 20%, blablabla, on connaît l'histoire, mais quand même, des centaines de millions de barils par mois qui transitent par là. L'Iran a bloqué le détroit et puis en début de semaine, la marine américaine a instauré un blocus sur les ports iraniens en représailles. Et pendant ce temps-là, le FMI a revu ses prévisions de croissance mondiale à la baisse. L'Agence internationale de l'énergie parle de choc pétrolier le plus grave de l'histoire. Le PMI mondial a décroché comme une vieille chaussette et le baril du WTI était encore à plus de 100 $ il y a 24 heures. Voilà, ça c'est le décor de la réalité économique. Et encore, je vous passe les détails. Et là, mardi matin, vous ouvrez votre Bloomberg et vous voyez le Nasdaq grimper, puis grimper encore. Tout ça parce que Trump a dit qu'on l'avait appelé au téléphone. Comme disait l'autre, un coup de fil, c'est si facile. Maintenant, regardons quand même les chiffres, parce que les chiffres, dans ce cas précis, ils sont tout simplement hallucinants. Le Nasdaq vient d'enchaîner 10 séances de hausse consécutives, sa plus belle série depuis 2021. 10 jours, sans fléchir, sans hésiter, sans même avoir l'air de savoir qu'il y a une guerre à 6000 km qui paralyse une partie du commerce maritime mondial. Entre le 30 mars et mardi soir, plus 14%. 14% en 10 jours. Le 30 mars, le baril de WTI était à 100 $, mardi matin il était à 91, donc pendant que la tech américaine gagnait 14%, le pétrole lui perdait 9%. Sauf que lui, il les a perdus en une nuit, une seule. Dans un contexte de guerre au Moyen-Orient, dans un contexte où 20 millions de barils manquent à l'appel chaque jour depuis 45 jours consécutifs, faites le calcul, ça fait à peu près 900 millions de barils de pétrole qui se sont volatilisés des marchés mondiaux, évaporés comme une promesse électorale, 900 millions de barils que l'on ne pourra jamais utiliser et qui manqueront toujours à l'appel. Mais passons parce que le plus beau, c'est même pas le Nasdaq. Le plus beau, c'est le SOX, c'est l'indice des semi-conducteurs américains qui est au plus haut de tous les temps. Et de loin en plus, et sur la même période que le Nasdaq dont je vous parlais, il a repris 30%. 30% depuis le 30 mars. 30 mars, il y a 2 semaines. Pendant que l'inflation explose, que la croissance mondiale ressemble à un spaghetti trop cuit, abandonné au fond d'une casserole froide, et que la Navy américaine joue à cache-cache avec des pétroliers de 330 mètres de long dans le détroit d'Ormuz. Et Nvidia a fait exactement comme le Nasdaq, 10 séances de hausse d'affilée, comme si personne ne leur avait dit qu'il y avait la guerre quelque part dans le monde. Le S&P 500, lui aussi, a clôturé mardi à 6967 points,
à 0,15% des plus hauts historiques de tous les temps. Sa 3e meilleure clôture de l'histoire. Et à ce rythme-là, sauf accident de tweet présidentiel, on bat le record absolu ce soir probablement. Trump pourrait proposer un match de catch dans la boue contre Poutine, Kim Jong-un et ceux qui restent du guide suprême iranien en direct sur Truth Social et le marché trouverait ça super. Nvidia irait au plus haut de tous les temps, le VIX tomberait à 10 et un analyste de Goldman Sachs dirait probablement que c'est favorable pour la stabilité géopolitique mondiale. Et l'Europe dans tout ça, l'Europe elle suit comme toujours et comme d'habitude parce que c'est le destin de l'Europe de regarder Wall Street et de faire « Ah ouais, bonne idée, si on montait aussi !» Paris plus 1,12%, Francfort plus 1,27%, Milan plus 1,36% et le SMI helvétique plus 0,94%. C'est propre, c'est net, c'est presque trop facile. C'est le genre de séance qui vous donne envie de devenir gérant de fonds juste pour avoir l'air intelligent sans rien faire d'intelligent. Même LVMH dont les chiffres sont franchement déprimants parce que les ultra riches ont commencé mystérieusement à arrêter d'acheter des sacs à 8 000 €, LVMH a terminé en baisse de 0,06%. Presque rien. Oui, parce que le raisonnement du marché est assez simple. La guerre va finir, les riches vont recommencer à claquer du pognon. Donc c'était juste une opportunité d'achat gigantesque. C'est QFD. À tel point qu'on commence à se demander si cette guerre a vraiment eu lieu. Ou si dans 2 semaines, on ne va pas nous annoncer que c'était une opération de marketing élaborée par Trump. Un poisson d'avril avec 2 semaines de retard. C'est pas trop tard pour faire un poisson d'avril avec 2 semaines de retard. Alors d'où est-ce que cette hausse vient? Quel est le déclencheur de cette euphorie collective, de cette folie collective? Quel catalyste a convaincu les marchés mondiaux de se jeter littéralement tête baissée dans l'optimisme de nouveau? Un tweet, une phrase, un coup de fil. Donald Trump a lâché l'air de rien, comme ça en 2 bouchées de McDo, que les Iraniens voudraient faire un accord à tout prix. Et pour enfoncer le clou, il a précisé que son téléphone avait même sonné. C'est tout. Pas de communiqué conjoint. Pas de date fixée, aucun lieu de négociation prévu, pas de cessez-le-feu signé non plus, pas d'ébauche de cessez-le-feu, pas de navires qui reprennent leur route dans le détroit d'Ormuz en file indienne en faisant des petits signes joyeux aux marins américains qui font des signes avec leur drapeau sur les ponts de leurs destroyers. Juste un homme qui a dit « Ouais, on m'a appelé au téléphone ». Et le marché, ce grand cerveau collectif de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars, a décidé que c'était largement suffisant pour faire que la guerre soit finie, ou probablement finie. Et la réaction la plus spectaculaire, d'ailleurs, c'est pas tant sur les actions, c'est sur le pétrole. Le WTI s'est littéralement effondré de 8% en quelques heures à 91,28 $. Le Brent perdait 4,6%. Et en 48 heures, le WTI a perdu 12%. 12%. Sur la promesse d'une reprise de discussion, éventuellement peut-être, dont personne n'a encore confirmé la date, le lieu, ni même si les deux parties seraient dans la même pièce. Et pendant ce temps-là, je vous rappelle, 20 millions de barils manquent à l'appel. Aujourd'hui, et demain, et après-demain, les 900 millions de barils qui ont disparu des marchés depuis le début du conflit n'ont été ni compensés, ni remplacés, et ils ne le seront probablement jamais. Mais le marché, lui, il a décidé de pricer la paix, avec enthousiasme et sans attendre la moindre preuve. Ouais, parce que le truc fondamental que vous devez comprendre sur les marchés financiers, la phrase clé, celle qui explique tout depuis 1929 et qui continuera d'expliquer tout après nous, bien après nous. Les marchés n'anticipent pas la réalité, ils anticipent les anticipations. Ce qui compte, c'est pas ce qui va se passer. Ce qui compte, c'est ce que les investisseurs pensent, que les autres investisseurs vont penser qu'il va se passer, éventuellement peut-être, mais c'est même pas sûr. Et surtout, on ne veut pas rester le dernier couillon au bord de la route à payer une boîte 1000 fois les bénéfices. C'est tout simplement du méta-optimisme, c'est de la spéculation sur de la spéculation et c'est de la finance quantique, mais de la finance quantique contagieuse. Et si les marchés financiers étaient un univers Marvel, le super-héros principal s'appellerait Anticipator. Costume rouge et vert, surtout vert, avec des cornes sur la tête pour le bull market, vous l'aurez compris. Alors oui, quelques navires ont franchi le détroit d'Ormuz mardi, dont au moins 3 chargés de pétrole à destination de la Chine, et la Navy américaine, la marine la plus exceptionnelle de la planète, selon la citation de son commandant en chef, ne les a même pas interceptés. Elle n'a pas essayé d'arrêter des bateaux de 330 mètres de long, de 60 mètres de large, 3 terrains de football mis bout à bout, des trucs qui se voient de la lune par temps clair. Elle les a laissés passer. Ou elle ne les a pas vus. Je ne sais pas ce qui est le plus ridicule.
Bon, admettons, mais ce simple fait des bateaux qui bougent a suffi à faire dégringoler les prix de l'énergie. L'indice de la peur, le VIX, a lâché 4% pour retomber à 18, ses niveaux d'avant le conflit. Les compagnies aériennes en première ligne depuis le début des hostilités ont retrouvé des couleurs. On a presque envie de réserver un week-end pour aller à Dubaï. Nuance importante quand même, le WTI est encore à 91 $, mais au-dessus de 90, c'est pas le prix d'un monde qui est apaisé, tranquille et en paix et bon marché. C'est le prix d'un monde qui espère. C'est un tout petit peu différent. Mais bon, ça n'a pas empêché le marché de monter quand même. Pendant que les diplomates s'envoient des messages via des intermédiaires anonymes au Pakistan, l'économie réelle, elle, digère le choc en silence. Bonne nouvelle du jour, et on prend les bonnes nouvelles quand elles passent, l'indice des prix à la production américain, pour mars, est sorti très très largement en dessous des attentes. Le consensus tablait sur plus 1,1%. On a eu plus 0,5. En rythme annuel, plus 4 contre plus 4,6 attendu. Et le fameux corps, hors alimentation et énergie, le chiffre que les banquiers centraux regardent en cachette en espérant que personne ne les voit, n'a progressé que de 0,1%. C'est une vraie bouffée d'oxygène pour la Fed qui peut désormais envisager des baisses de taux sans avoir l'impression de jeter de l'huile sur le feu. Les taux ont réagi, le 10 ans américain recule à 4,25, le 2 ans à 3,75. Bon, d'accord, c'est pas une révolution, mais c'est une direction encourageante, en tout cas plus que l'autre. Sauf, et là, c'est le revers de la médaille que personne ne veut regarder en face, le FMI vient de revoir ses prévisions à la baisse de 3,3% à 3,1% pour 2026. Et si le conflit dure ou perdure, si le baril reste autour des 100 $, ce chiffre pourrait même tomber à 2,5%. Le PMI mondial a chuté avec une brutalité qu'on n'avait plus vue depuis une période précise que tout le monde préfère oublier. Mais je vais quand même vous le dire, c'était le Covid de 2020. C'est la dernière fois dans l'histoire que le PMI a chuté aussi vite. Je comprends que personne n'ait envie d'y penser. Tout le monde préfère regarder le Nasdaq grimper, c'est humain et c'est compréhensible. On préfère continuer à admirer le feu d'artifice que de se prendre des claques dans la figure. Passons maintenant au trimestriel. Oui, parce que c'est la saison des trimestriels et les banques sont donc de sortie. Et voici le verdict brièvement et en détail. JP Morgan, bénéfice net en hausse de 13% à 14,49 milliards. Le bénéfice par action bat les attentes de 8%. C'est du solide, c'est beau. On dirait le pétrole qui baisse et pourtant, le titre recule quand même. Parce que quand vous battez les attentes et que le marché hausse les épaules, c'est que les attentes étaient déjà un peu trop bien intégrées dans les prix. Bienvenue à Wall Street où bien n'est jamais assez. Citigroup, bénéfice net en hausse de 42%, revenu plus 14%. Qualifié d'exceptionnellement solide par le management, ce qui dans le langage des banquiers se traduit par « on a bien profité du chaos, merci beaucoup ». Le titre grimpe de 2,6%, le chaos géopolitique pour une banque de trading, c'est le fonds de commerce, et là, le fonds de commerce tourne à plein régime. Wells Fargo, profit en hausse de 15%, bénéfice par action conforme aux attentes, et le titre plongeait de 5,65%. Pourquoi, vous me direz ? Parce que le chiffre d'affaires est ressorti en dessous des espérances. Et oui, sur les marchés, avoir raison à peu près ne suffit pas. Il faut avoir raison partout, surtout, et même un peu plus si possible. Et puis BlackRock termine le trimestre avec 13 900 milliards sous gestion. Bénéfice net à 2,2 milliards en hausse de 46%. Les ETF iShares collectent 130 milliards net, record historique absolu. Larry Fink, le patron, explique que BlackRock est la destination de confiance quand les marchés paniquent. Traduction, la panique des autres, c'est leur petit bonheur à eux. Et le titre prenait 3% hier. La gestion passive continue de bouffer la gestion active. Et puis il y a eu la surprise du jour, Bloom Energy plus 24% en une séance, parce qu'ils ont annoncé l'extension de leur partenariat avec Oracle pour l'infrastructure IA et Cloud. Cette boîte qui valait 15 $ il y a un an vaut aujourd'hui 219 $, performance sur 12 mois, 1400% de hausse. Elle se paye 223 francs les bénéfices, parce que le mot magique IA fait encore des miracles, même quand personne n'en parlait plus depuis quelques semaines. L'intelligence artificielle, grande absente de nos colonnes récentes, rappelle discrètement qu'elle est toujours là et qu'elle n'a pas fini de dicter sa loi au marché et qu'elle peut encore faire exploser n'importe quel titre si vous glissez data center et cloud dans le communiqué de presse. L'Asie a suivi le mouvement mercredi matin, parce que quand Wall Street éternue, l'Asie attrape un rhume. C'est la règle depuis 45 et rien n'a changé. Le Nikkei plus 1%, le Kospi plus 3% porté par les fabricants de mémoire, comme d'habitude, qui surfent sur la vague IA, comme d'habitude. Hynix touche un nouveau record historique, comme d'habitude. Samsung suit le mouvement, comme d'habitude. Shanghai plus 0,4% et le Hang Seng plus 1%. Tout le monde est content, tout le monde suit le mouvement.
Tout le monde fait semblant de croire que la reprise des négociations USA-Iran, dont personne n'a encore fixé la date, le lieu, ni même confirmé que les deux parties seraient présents dans la même pièce, constitue bien sûr une raison sérieuse d'acheter des actions à Séoul à 6h ce matin. Au fond, cette journée de marché ressemble à beaucoup d'autres depuis le début de ce conflit. Une journée construite sur du vent. Un joli vent chaud qui vient du sud, du vent qui sent bon la désescalade et le pétrole moins cher, mais du vent quand même. Et comme tous les vents chauds, ça n'annonce rien de bon. Les négociations pourraient reprendre au Pakistan dans les prochains jours, peut-être, éventuellement, conditionnelles. Israël et Liban se sont parlé pour la première fois depuis 1993. C'est réel, c'est même historique. On va voir combien de temps ça tient. L'Europe élabore un plan pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Après la guerre, précise-t-il, pas pendant, on va pas se mouiller non plus. Et puis une source iranienne de haut rang confirme qu'aucune date n'a été fixée pour les prochaines négociations. Personne n'a signé quoi que ce soit. Et pendant ce temps-là, le Nasdaq enchaîne son 10e jour de hausse consécutive parce que les marchés n'anticipent pas la réalité, ils anticipent les anticipations. Ce qui compte, c'est pas ce qui va se passer, c'est ce que les investisseurs pensent, que les autres investisseurs vont penser qu'il va se passer. Et en ce moment, tout le monde pense que tout le monde est optimiste. Trump dit qu'on l'a appelé, la Navy laisse passer des bateaux, le PPI est sage, les banques publient des résultats corrects. C'est suffisant pour que la fête continue, jusqu'à que ce soit plus suffisant. Pour aujourd'hui, ASML publie ses résultats ce matin. Ça devrait encore faire du bien aux semi-conducteurs. Bank of America, Morgan Stanley et Hermès passeront aussi à confesse. Et puis Lagarde parlera, Trump parlera probablement 6 ou 7 fois pour dire tout et son contraire. Et les futurs sont inchangés et le pétrole n'est toujours pas à $60. Moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures dans ce monde magnifique où l'on anticipe les anticipations des anticipations. De votre côté, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, surtout de la partager. Si ce n'est pas encore fait, on s'abonne, on active la cloche et on revient demain pour le prochain Morning Bull Live. Donc évidemment, assez logiquement, moi je vous dis à demain. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.